Bonjour, bonjour, bienvenue à ce Bulle de rêve de juin 2021. Je lis exactement ce qui est marqué sur mon petit carnet. On vient d'écouter Heaven's Gate, qu'Antoine va nous introduire un petit peu plus. Montrez-moi le chemin vers la porte de la rédemption. Le temps passe vite sur l'horloge. Montrez-moi le chemin vers la porte de la rédemption. Répondez-moi quand je frapperai. Je les suivrai jusqu'à Jérusalem, ça ne doit pas être si loin. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas Jérusalem, mais Tel Aviv qui va venir à nous, puisque aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir la réalisatrice Rachel Goodgars. Bonjour Rachel. Bonjour, bonjour. On va faire ensuite l'interview en anglais, que je traduirai bien évidemment. Mais Rachel, voilà, commence à parler. Elle nous a promis quand elle aura fini son prochain film, elle fera toute l'interview en français complètement. Oui. Aujourd'hui, oui, tu l'as dit. Aujourd'hui, Pascal, pour le dire. Bonjour Pascal. Bonjour Alexis, bonjour tout le monde. Et Antoine donc Bibert, je vous l'avais annoncé. Bonjour Antoine. Bonjour. Et donc tu vas nous annoncer ce qu'on vient d'entendre un peu plus longuement que je l'ai fait. Oui, alors donc c'est un morceau de Don Landes et de Piers Faccini. Et j'ai découvert l'univers de Piers Faccini grâce à l'accordéoniste Vincent Perani, qui présente en ce moment dans des vidéos sa prochaine tournée qui s'appelle Petite Famille, où il prépare une tournée avec plein de musiciens à travers le monde. Ils ont répété à distance et ils vont commencer une tournée où il les fait venir en France. Et pour reprendre ces mots, à l'écoute de la voix de Piers Faccini, j'ai été, comme il le dit si bien, faccinisé par ce timbre envoûtant et cette ambiance de ballade folk. En particulier dans cet album, en duo avec Don Landes, tout en douceur, qui s'appelle Desert Song, et que vous pouvez retrouver notamment sur Bandcamp. Et voilà. Ouais, donc très très belle EP que merci Antoine, j'ai découvert grâce à ta proposition, donc surtout à écouter. Juste puisque j'ai bien fait mon travail, vous pouvez regarder, je pense toujours à Nicolas derrière son ordinateur, vous pouvez trouver sur The Web Anime l'annonce, et donc vous pouvez trouver le Vimeo de Rachel et les films pour découvrir un petit peu l'univers de Rachel dont on va parler. Cette semaine, c'était le Festival d'Annecy, donc gros festival d'animation. Deux de nos camarades qui ne sont pas là aujourd'hui, qui sont absents et absentes aujourd'hui, étaient là-bas, Marie-Pauline Mollaret et Nicolas Tisse. Ils nous ont envoyé deux beaux cadeaux dont nous vous passerons de larges extraits, puisque chaque interview fait 40 minutes. En deuxième partie d'émission, une interview de Florence Millaille qui présentait enfin en compétition son premier long métrage, La Traversée, et de Michaela Pavlatova qui présentait elle aussi en première mondiale donc son premier long, Ma famille afghane. Intéressant de voir enfin, on se demandait, ça fait longtemps qu'on attend des réalisatrices à la barre comme ça, de longs métrages animés. Ça y est, ça arrive. Avant, elle était souvent en duo. Maintenant, on va en avoir plein, comme j'en suis persuadé, qui vont faire du long métrage. But first, we're going to talk with Rachel. She's with us live on the studio. So, donc, comme je vous l'ai dit, on va le faire en anglais, mais je vais traduire le mieux que je puisse, le mieux que je peux. Ce qu'elle va nous dire. The first question is quite an easy one. Well, maybe a tough one. Maybe the toughest one, but an easy one. Do you remember, we'll begin by the beginning. Do you remember when you thought to yourself, okay, I want to do animation? Not when you like animation, but really when you said, that's going to be maybe my job and I will earn a little bit of money with that. Oh, that's a difficult question. I mean, I don't think I got into animation because I ever thought I'll make money off that, honestly. But I did have a moment, I think, that I remember when I just started playing with it just after high school. A friend told me, I think, you should do some stop motion animation. And I remember it was so satisfying. There was something about it that was completely magical, that kind of combined my love for cinema and art and just playfulness in one action. And I just found myself completely falling in love with this field. I think professionally, I'm still kind of shocked that it's even possible to do it as a profession, but it's for now fingers crossed that it will continue. I find myself working in the field in a lot of different branches of it, but for as much as it works, I'm in it for myself.
Ok, elle nous disait, je posais la question de savoir quand est-ce que ça avait commencé, quand est-ce qu'elle s'était rendu compte qu'elle pourrait en faire son métier, voire peut-être même gagner de l'argent avec ça. Elle dit c'est une question difficile, en tout cas pour l'argent c'est difficile parce que voilà, honnêtement elle est jamais rentrée dans ce métier pour penser qu'elle va faire de l'argent. Par contre, est-ce qu'il y a un moment donné où elle s'est rendue compte que oui, il y avait quelque chose avec l'animation, en fait, c'était juste en faisant, en jouant un petit peu avec ça, juste après l'école, en fait, le lycée, où un ami lui a dit, tu devrais tenter de faire un peu de stop motion, d'animation comme ça, d'objets, de choses comme ça. Et en fait, ça a tellement été ludique, ça a tellement été agréable pour elle, il y avait un côté même magique, évidemment. Donc, de suite, ça lui a plu et ça combinait, en fait, son amour pour le cinéma et pour l'art. Et encore une fois, ce côté ludique, elle s'est trouvée absolument, elle est tombée en amour, comme on dirait, avec ce médium qu'est l'animation. Professionnellement, elle est encore un peu choquée de penser que ça marche et qu'elle le fait, puisque voilà, elle est ravie de ce qui se passe. Elle travaille dans beaucoup de champs, on va en parler, différents dans l'animation. Et donc voilà, elle est encore surprise que ça puisse marcher, mais tant que ça marche, elle continuera à faire de l'animation. Tell us a little bit about, there is this wonderful school, well, what I saw about it in Israel called Bezalel. You went there, and a lot of actually directors that we know now from Israel are coming from Bezalel. I'm sure there is other school, and sometimes we say other school, but really Bezalel is something quite important today. Yeah. Well, yeah, that's interesting. I think the phenomenon of what is happening in Bezalel, there's a few schools like this that I noticed in the world, in Europe specifically, that kind of creates a lot of hotels or really like directors. My theory about it, but like besides Bezalel being I think a very strong school in a lot of ways, I think my theory is that because it comes from this kind of a separated a little bit place, a small place with not a lot of funding. There's not a lot of animation industry in Israel for now. I mean, it's starting to develop, but it's a very new thing. And I think the way they teach it is kind of preparing you for a very tough reality professionally. So they try to give you tools to do basically everything by yourself, kind of assuming that you're gonna do it like this, that it's not gonna be very well paid, that it's not gonna have a very high budget, and you just have to do it very guerrilla style. And I think that's something that really defines a lot of the art studies in Israel in general, and specifically in animation. It's very clear. So the directors come with a lot of the ability to create, to produce a lot by themselves. And I think it's a very strong point for the school in that sense. Donc elle dit, donc je lui demandais, parce qu'il y a une grande école qui s'appelle Bezalel Université, l'académie, qui est vraiment quelque chose de très important, voilà, où on découvre de plus en plus chaque année des réalisateurs et des réalisatrices qui viennent de cette école. Donc je lui demandais un petit peu voilà, comment ça se passait, et elle dit le phénomène de Bezalel qu'elle retrouve un peu dans certaines écoles européennes, donc de créer des auteurs, des réalisateurs, des réalisatrices comme ça. Cette théorie, c'est qu'en fait, l'animation est en train de se développer en Israël. C'est vraiment, c'est pas si long, ça fait pas si longtemps que ça, et qu'en fait, voilà, c'est un petit lieu, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas forcément beaucoup d'argent, et qu'en fait, l'école leur amène ça, c'est-à-dire leur apprend que la réalité va être difficile, et qu'en fait ça va être très très compliqué en fait finalement après. Ils nous apprennent un peu dans un style un peu guérilla à faire les choses, à finalement dire que comme il n'y aura pas beaucoup d'argent, ils nous apprennent beaucoup, ils nous donnent beaucoup de solutions en fait pour faire tout nous-mêmes, pour faire tout eux-mêmes et elles-mêmes, et d'outils comme ça pour faire tout seul. C'est un peu dit tout ce qu'il y a dans les études d'art en Israël. C'est pas uniquement le cinéma, mais en animation c'est encore, pas uniquement l'animation, mais en animation c'est encore peut-être pire. Et donc en fait c'est ça, c'est l'idée de leur donner la possibilité de créer finalement beaucoup de choses par eux-mêmes et par elles-mêmes. It's 3 years, 4 years, 5 years? 4 years. 4 years. 4 years. You do what? A lot of films, experimentation? Well, it starts, the first 2 years are pretty just basic animation studies. You try a little bit of everything. And in the third year, you get divided to 3 courses. You can choose if you go to 3D, classical, or stop motion.
And stop motion is kind of a tricky definition because it's run by, like at the time that I was studying there, it's run by Ronnie Oren, who's a very senior animator in Israel who did a lot of work and was one of the first ones who really actually did animation in Israel, actively creating films and commercials. And he teaches a very interesting course, I think, in the third year that really defines the rest of your studies in the department. And it's this course that is kind of like a laboratory, kind of like the room that we're sitting now, with a table where all the students are sitting around the table, maybe 8 or so, because it's always a very small group. And every week you bring a lot of different creations, animative sequences, ideas that you have, and you kind of analyze them together as a group. And this approach is very liberating. You go and you do a lot of individual research. And I think this is also one of the things regarding your last question that also gives a lot of creative thought into the studies in Bezalel. You could be critical. I mean, because what I think in France, it's always terrible in animation because a lot of people just say, "Oh, that's really nice what you're doing," but they're not. For me, that's my point of view, critical enough, but in a good way. Mm-hmm. Are you, the 8 of you could be, oh, well, you could have done that this way or this way. Can you do that? Bezalel is very critical. I would say that it's a very, very critical school. All the classes, specifically this class, I think was one with a very good balance because the discussion was open to everyone, so the students could be critical towards themselves and their friends in the same way as the teacher is, and there was something very very direct, very healthy about that. So I think yes, definitely there's a lot of critical thought in that class. Donc au début, je lui demandais à combien de temps ça prenait. Donc c'est 4 ans les études à Bezalel. Je prononce à la française. Les 2 premières années, c'est basique, hein, c'est tous les outils qu'on apprend pour l'animation. Et ensuite, on a donc on va vers autre chose. On peut faire de la 3D, une plus classique, hein, qu'on va appeler 2D pour se faciliter la tâche, et donc ce qu'on appelle stop motion. Donc qui est remind me the name of the teacher, Ronnie Oren. Ronnie Oren. Yeah. We did some short film now at one time, and in Canada, that you worked. Names rings a bell, but donc voilà, donc Ronnie Oren qui fait ça, et en fait donc c'est l'un des premiers à avoir réellement fait du cinéma d'animation, des publicités, des courts-métrages. Ça a vraiment été quelque chose de voilà, l'un des premiers. Il fait un cours très intéressant dans la 3e année qui est un peu comme un laboratoire. Alors vous voyez pas parce qu'on a la radio, mais on est sur une table ovale là et on est 4 autour, et ben c'est un peu comme dans cette pièce là. Il y a eu les étudiants à peu près, souvent c'est un petit groupe, et en fait chacun amène sa propre création, des séquences qu'ils ont pu faire, des idées, et chacun peut analyser en fait en groupe des choses qui rend les choses très créatives, parce qu'après vous pouvez travailler individuellement, mais il y a cette idée de groupe. Et je lui ai demandé si moi, qui était une de mes critiques des fois de ce qui se passe en France, d'ailleurs ce manque justement de critique, pas méchante, hein, mais une critique par rapport au travail des autres, en essayant toujours d'avancer, non pas pour être le meilleur, mais pour tenter de faire toujours des choses un peu différentes, en tout cas voilà. Et elle me disait que oui, même Bezalel était très critique, c'était une école critique, et encore plus de cours dans le cas elle était, et que ça permettait des discussions, c'est ouvert à tout le monde, donc on peut se critiquer nous-mêmes, on peut critiquer les autres au même titre que le professeur, et en fait ça amène peut-être une sorte d'égalité, en fait, quelque chose, une liberté de parole qui pour elle est très healthy, qui est très saine. Merci beaucoup Antoine, qui est très saine par rapport à ça. It's actually in your third year. I'm trying to get my note back. That's same. It's in the same year actually that you try that you begin to experiment on seal screen prints with Reshet. It's quite abstract. You're going, and there is even a walk. You have this exercise of the walk, and we're going to talk. But yeah, that's where you begin to have this style. The technique, it started there. It's true. I think in that course,
there was this exercise, a weekly exercise, that you have to go out and find animative sequences in the world. So a lot of people do a lot of things with shapes, like you photograph shapes everywhere, stuff like that. It's very good, very healthy exercise, I think, for the mind in general. But I kind of went somewhere a little bit different, and I just wandered into the serography, right? In French, serography department. It's in the art department. There is a workshop there. And a friend just kind of introduced me a little bit to the place. I started working there a little bit, and very fast I found something interesting in this ability to kind of make duplicates of the same print. I don't know exactly how, but I found a connection to animation in that, and I started really developing the technique there. At first it was very frustrating, also in the workshop, in the like in the middle of the school with a lot of people, and of course it's animation, so it's so many prints always, like everyone is making one or two, I'm making 20 now. So it was a very interesting thing, and really like Reshet and the Walk, they were both made that year. I think they were both made even in the workshop in Betzalel at the time, and I spent many hours there. It's a very beautiful place, so it was nice, and it was kind of the beginning of this technique and all of this animative road. in that year. Donc je lui demandais en troisième année, elle a fait deux films que vous pouvez voir sur son Vimeo, Reshet, et donc l'exercice de la marche, le fameux exercice de la marche. Et donc je lui demandais, voilà, et elle utilise donc la sérigraphie pour la première fois, en tout cas dans ce travail, dans ce qu'on voit. Donc je lui demandais si voilà toute la technique qu'elle va utiliser par la suite dans son film de fin d'études dont on va parler. Et elle me dit que oui, la technique vient un peu de ça, de ce cours. En fait, ce qui était très bien dans ce cours, c'est que chaque semaine il y avait un exercice, et l'exercice était un peu d'aller dans le monde, de se promener, de trouver des choses d'animation qu'on pouvait animer. Donc beaucoup de gens prenaient des formes comme ça dans la rue, des choses comme ça, des choses un peu abstraites. Elle, en fait, a fait un petit peu autre chose. Elle s'est retrouvée dans le département sérigraphie, donc qui est dans le département des arts à Bezalel. Et en fait, un ami lui a montré un peu l'endroit, le lieu, et elle a trouvé ça très intéressant. Et cette idée de dupliquer en fait une même image plusieurs fois, qu'elle peut dupliquer là. Elle a lié, elle sait pas pourquoi, mais elle a fait le lien évidemment avec l'animation, et elle s'est dit que ça c'était intéressant. Alors c'était un peu frustrant aussi, c'était un peu étrange parce qu'elle était en plein milieu de l'école comme ça, et elle faisait beaucoup d'impressions, hein, là où les autres faisaient une ou deux impressions, elle en faisait une vingtaine, donc c'était un peu étrange. Et donc Reshet et Walk en fait ont été faits à ce moment-là dans l'atelier de Bezalel. C'était une très belle, un très très bel endroit, et voilà, donc elle aimait bien aussi passer du temps là-bas. On va écouter Nicolas, on va écouter le petit extrait qui fait 1 minute 30, qui est le deuxième morceau, s'il te plaît. פעם אחת היית מוכר בקיוסק. ידעתי את זה בגלל הדרך שבה החזקת את כרטיס האשראי שלי. אנשים מחכים שבועיים מהחיים שלהם לרמזור שהתחלף. אתה יודע?
Ok, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'un film que, elle le sait, Rachel, je lui ai souvent dit que j'adore, qui s'appelle A Love Letter to the One I Made Up, qui est pour moi l'un des grands films de ces dernières années. C'est un film d'étudiant, je veux pas trop lui en dire parce qu'elle a d'autres films à faire, donc faut pas trop dire que c'est génial parce que voilà, faut faire. Mais c'est un film que j'ai de suite adoré, qui est un film que je trouve très touchant. On va en parler. Je vous conseille vraiment de le regarder. So you understood in French. I'm blushing. No, but it's quite interesting because you did a film. It's always difficult. You did a film that is quite short. It's like without the credits, like what, 4 minutes for now, 5 minutes, something like that, Yeah, 5 minutes. And you did a film about feelings. You know, French is sensation. I tell you the word, perception, ressenti. About a kind of a future that we invent ourselves. How did you do that? I mean, what was the basis of the film? That was, about the feeling that we have sometimes, or about the people that we invent, again, the future that we invent? That's very interesting, and I've been thinking about it a lot also in the kind of in the reference of the film that I'm making now. So I think I will start by saying that just at first when I started working on this, I had this real need to make a love story, to write a love story. And I was struggling with that for a while because I couldn't really find a love story that I wanted to tell. I couldn't find something that felt authentic to me. And then at some point came this idea of kind of writing this love story or poem or idea to someone who's doesn't exist. And then I started kind of asking my friends. I like to play these little games, so I asked my friends to write love letters to ideal men, to perfect someone. And they started writing these really beautiful poems and very like kitsch, very exaggerated letters that I really liked that it's so exaggerated then I based really the film about that. And I think that in context of this film and just the thought that I have a lot in the last few weeks, months, or even more, is just the connection to Jerusalem, which is a very holy city for a lot of religions, for a lot of people, and there's a lot of holy places. There are a lot of not tourists, but I forgot the word actually, just people who come for religious reasons. And I think that there is something very interesting that I really like to kind of investigate, this connection between just real life and day-to-day life and this religious ideas and stories. And for me, this idea of waiting for a perfect man, it kind of relates to waiting for the Messiah or waiting for any savior that would come, any like ideal savior that would come and kind of change the world. And that's a thought that kind of goes with me for a lot of projects already, that I really like to explore this contact. Donc je lui demandais, c'est très beau parce que le film parle de sentiments, parle de ressenti sur une personne qu'on invente, qu'on va inventer, voilà, qu'on aimerait inventer, qui serait notre amour. Et donc je lui demandais c'était un peu quelle était la base de ça, est-ce que c'était le ressenti ou plutôt, et elle dit c'est intéressant parce que c'est quelque chose auquel elle pense beaucoup, même pour le film sur lequel elle travaille en ce moment. À l'époque elle avait c'était un besoin de faire un film sur une histoire d'amour, mais elle trouvait pas l'histoire d'amour qui lui convenait, elle n'arrivait pas à trouver quelque chose qui était authentique pour elle à raconter par rapport à ça. Donc elle a demandé en fait à ses amis, comme un jeu, de dire écrivez-moi des lettres pour cette personne, cet homme, cette personne qui serait votre la personne parfaite pour vous. Et en fait les gens ont commencé à lire des poèmes et voilà, c'était très exagéré. Elle a beaucoup aimé ça de suite parce qu'il y avait une exagération dans tous ces mots. Elle a trouvé ça très très intéressant dans cette idée là. Et en fait
Voilà, c'est un peu comme ça qu'est parti le film. Et en fait, comme elle dit, elle y pense depuis des semaines, depuis des mois. Il y a vraiment quelque chose qui l'intéresse, c'est cette connexion qu'il y a aussi avec Jérusalem, qui est donc qui est un lieu, comme vous savez, voilà, qui est très sacré pour beaucoup de religions, même pour des gens qui d'ailleurs sont religieux, mais un petit peu, mais qui vont là-bas et qui d'un seul coup se sentent transformés. En tout cas, cette connexion qu'il peut y avoir avec cette ville, qu'il peut y avoir. Et donc, c'est quelque chose qui l'a intéressé parce que finalement, cette personne idéale, c'était un peu comme attendre le Messie, quoi. C'est un peu comme si on attendait la personne qui allait changer notre vie et que finalement, ben voilà. Et donc, elle aimerait bien continuer à explorer finalement cette idée-là et ce jeu-là avec cette envie-là en fait de connexion entre la vie de tous les jours, on va dire, et cette envie un peu de religion. Enfin, en tout cas, voilà, de sacré, on va dire, pour aller même au-delà de la religion. We're going to do a little pause, a musical pause right now. On va faire une petite pause. Je vais repasser en français pour vous en parler très rapidement. Je ne vais pas vous en parler trop longtemps, mais je vais retrouver, vous allez voir, ma petite note. Il n'y a aucune raison, voilà. Nous allons écouter maintenant, et je sais qu'Antoine sera d'accord avec moi, je ne sais pas Pascal, mais en tout cas, voilà. On va écouter un morceau du dernier album de Godspeed You, Black Emperor, donc qui s'appelle, alors il n'y a pas le O, mais Godspeed at State's End, qui est un nouvel album sorti en avril. Ça tombe bien, on parlait de religion et on parlait de cette année. Godspeed qui a réussi à donner une nouvelle saveur un peu rock progressive. Donne ici une très belle bande-son pour notre monde qui fonce vers sa fin, irrémédiable, à moins d'un sursaut ultime. D'ailleurs, le titre du dernier morceau de cet album s'appelle Our Side Has to Win. Notre côté doit gagner. On l'espère. En tout cas, on écoute déjà Fire at Static Valley. On écoute Godspeed You, Black Emperor. Et donc c'est bien Radio Libertaire, vous écoutez Godspeed You, Black Emperor, et on recommence avec Rachel qui est avec nous, Rachel Goodgarts. Vous pouvez, comme je vous dis, regarder sur The Web Anime, vous allez trouver, ou sinon vous tapez son nom, Rachel comme Rachel Goodgarts, Gutgarts, et regardez un petit peu ce qu'elle fait. Pascal, tu avais une question. Yes, it's about the sequence we heard about the credit card, and I was wondering what we said before, the simplicity of the gesture of the credit card, which comes in contradiction with what he said before, the way he was holding a credit card, and when you film it, it's very colloquial and in contradiction with what we hear. And then when you talked about religion and all that, it's always our belief changes your view, whether it is politically for religion or feelings. And was it your idea to combine that with that sequence, which grounds the movie in something more close to reality in a way? Well, I think this is a very interesting and also very complex question, and I will try to kind of find a way to approach it from a few sides. But if we kind of come into context to what we talked about before, for example, Jerusalem and in general is a place that is it's very defined what is sacred and what is not sacred by all religions. So I think something in the act of the supermarket in the middle of the night with the neon light, like you said, that is kind of erasing all the colors and kind of taking all the drama away and leaving it in a very banal moment in life. For me, to make these moments sacred as well is a mission, even, I would say. So there is a very strong connection that actually the most magical moments can happen in the most not sacred places, like the supermarket in the middle of the night with the neon lights. So I think that is one way of approaching the question, but maybe if you have any further questions for that, I can express more ideas from this one. Donc déjà la question, tu pourras rebondir là-dessus évidemment, Pascal. Déjà la question, c'était en effet ce que vous avez entendu. C'est un moment qui est très, comme il dit, comme Pascal dit, très simple, hein, où en fait elle dit, je t'ai vu je peux te voir dans le supermarché, et elle dit la manière dont tu tenais ta carte de crédit et la manière dont tu tenais ma carte de crédit, voilà. Et donc
je ressentais quelque chose. Enfin voilà, je sentais qu'il y avait une connexion entre nous. Et en effet, comme dit Pascal, donc il y a une espèce de contradiction un petit peu entre ce moment qui est très brut finalement dans le supermarché et ce côté un peu, comme il dit, comme Pascal dit, qui peut changer nos vies. On a d'un seul coup la religion, les sentiments, etc. Et on a envie que quelque chose d'un seul coup arrive. Et il y a comme une contradiction presque entre ce texte-là, voilà, qui est très imposant. Je dis pas de bêtises, Pascal, c'est bien ta question. Et le moment qui est là. Et donc, Rachel répondait que c'était une question qui était complexe. Elle a essayé de trouver un moyen d'y répondre par rapport à ça. On revient sur le contexte dont on parlait avant, donc notamment Jérusalem, tout est défini là-bas par la religion. Qu'est-ce qui est sacré, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et là, d'un seul coup, comme elle le dit, comme tu disais, Pascal, de mettre ça dans un supermarché avec des lumières néons comme ça qui écrasent tout, même la colorie qui rend finalement la couleur, qui rend finalement ce moment assez banal à l'intérieur de ça. Pour elle, c'est presque une mission en fait. C'est-à-dire que tous ces moments de vie, justement, qui devraient ne pas soi-disant être sacrés, puisque les choses sacrées, on dit ce qu'elles sont et on les a balisées, et bien tous ces moments-là peuvent être aussi des moments sacrés. Finalement, la magie de nos vies, elle peut aussi arriver de ces moments qui sont des moments du quotidien et d'arriver à ce moment-là. Donc voilà, donc pour elle, c'est une manière d'approcher ta question. Il peut y en avoir peut-être d'autres. Oui. À toi de... No, I thought it was quite to the point. I was trying of... Okay, tu vas réfléchir. You will think about that, and we will go back to Pascal if he has some question about the film. But thank you for this. It was a very interesting question. What is interesting also? Oh, tu veux? No. So what is interesting also, and Pascal, if you want, of course, you can continue. In the film, we have like small details, faces, hands, things like that. We only see parts of people. It's of course because we invent these people, and you don't use much symbolism. Actually, I think your film is quite simple in that way. Not animation like to have heavy symbolism, and is it maybe the same thing? It's because Jerusalem, it's a lot of symbolism, and you take them out of your film. That's interesting. That's a very interesting insight. I would say, yes, I think I'm very direct also in life in general. So there's something about it that I like also to put in the film and to be kind of direct and then use the directness as a poetic moment by itself. I mean that in these direct moments it is also like it becomes symbolistic, but not in the sense that it is put as a symbol, but becomes one. I think that the idea of creating these close-ups or these parts of people has also like a technical reason, but it also is an inspirational reason that I just really enjoy seeing these dramatic compositions that are created when you take something and just like kind of put it out of context, cut it into this part that you see. So it's interesting for me, but I think it's of course also a way that we see people in intimacy. We see parts of them. We see we see fractions. We don't see a whole person. We see the fractions because we're standing too close. And I really wanted the viewer of the film to feel that way. And I thought that that's the right way to kind of put this sentiment out of intimacy, of love, of search, all of that. If I tell you, and maybe of course you can say no, people like Michelangelo Antonioni, John Cassavetes, director like that's some director that inspire you or that you like? That's funny. I think Antonioni, we had when I was in high school, we kind of used Blow Up as a reference for a short film that we did, a few friends. It was live action, something, it disappeared. Like, I don't know where it is in the world. It was before YouTube, so it wasn't, I don't know what happened to it, but we did kind of use him as a reference there then. I mean, now, the last few years, I guess, of course, I would say that, yes, that there was a lot of influence of that. I think
also, when I was making the film, I was very inspired by Sophie Calle and something about the intimacy that she creates in a lot of her works, and also the nothingness of the work, that I really liked this idea of like almost work that is part of life, that is not really trying to be a work by itself, but just like life as they are. So that's like another name that comes up. I need to think about it more, but I have also more references that I used while making the film. Donc je lui disais, ce qui est intéressant dans son film, vous allez voir, on voit des petits bouts de personnes. Enfin vraiment, elle joue sur ce côté. On ne voit jamais la personne entière, alors qui est aussi parce qu'il y a ce côté, on invente cette personne et on la voit par petits bouts. Mais je trouvais que ce qui est intéressant, l'animation utilise beaucoup de symbolique tout le temps. Et je lui demandais si justement elle en utilise pas. Et est-ce que c'est aussi un peu pour contrer la symbolique qu'il y a dans la religion et qu'on utilise énormément et qu'on a énormément. Donc elle disait que c'était pourquoi pas intéressant en tout cas comme vision, mais surtout elle est très directe dans la vie. C'est quelqu'un qui est direct et elle voulait que ça soit aussi dans le film, elle voulait que cette façon d'être directe qu'elle est, soit à l'intérieur du film, et que à la rigueur, ce qu'elle met à l'intérieur du film puisse devenir symbolique, mais après, c'est-à-dire que ça soit pas symbolique directement, mais qu'ensuite la symbolique puisse venir par la suite des choses qu'elle va mettre comme ça, les unes après les autres. Le côté close-up, ça y est, j'ai un trou. Gros plan, merci. Le côté gros plan, c'est peut-être un côté aussi un peu technique, mais elle aime l'idée de composition dramatique qu'on peut mettre en fait et qu'on met dans ça, et quelque part aussi qui nous met un peu hors contexte. On ne sait pas trop où on est, et elle trouve ça intéressant finalement de plus trop savoir où on peut être. Et puis c'est aussi la manière dont on voit les gens à l'intérieur dans l'intimité finalement. On les voit pas, on peut les voir, on va les voir par petits bouts comme ça. Et elle voulait que le spectateur, la spectatrice ressentent ça aussi, ressentent cet effet-là d'intimité qui peut y avoir à l'intérieur d'une relation amoureuse, et comment on voit l'autre. Alors je lui demandais cette idée, est-ce que Antonioni ou Cassavetes, qui ont beaucoup travaillé sur ça aussi, Antonioni notamment sur les gros plans, je disais c'est rigolo parce qu'ils avaient fait un film avec des amis où elles avaient pris Blow Up comme référence pour un petit film de prise de vue continue qui a disparu maintenant, c'était pré-YouTube, et donc voilà, je sais pas où c'est, mais voilà. Pour les dernières années, oui, sûrement, c'est des choses qu'on voit, ce qui l'a sûrement influencé, mais réellement, il y a un nom qui lui vient en tête, qui est Sophie Calle, et elle dit vraiment, Sophie Calle, c'est quelqu'un qui m'intéresse parce que elle mélange un petit peu, elle mélange même beaucoup la réalité et le film, et que finalement, le travail n'est pas un travail en lui-même, et que finalement se mélange à sa vie de tous les jours, et donc voilà, donc c'est un mélange entre ces deux choses-là. Pascal, tu voulais rebondir peut-être sur tout à l'heure ou pas? It's the way you talk about it. It's the way you recreate reality through the texture, through the movement. We don't see what it is, but we can imagine and bring something from us on what you show. Is that also something you want to convey? Say, it's you're telling your story in a very different way, and yet we can also put our own ideas, thoughts, feelings on your own story. Mm-hmm. If that's clear. Sorry. No, I think it's a good remark. I mean, I think it's something that happened intuitively, I would say, just because I felt like when I create these very close encounters with the characters, when I don't really show faces or bodies as they are, I give a sense of kind of being in the film or being with the characters, having these intimate moments of loneliness together, and not as a spectator of someone else's story. And I think that's something that I really try to create also now when I'm working on the film. It's something that I really enjoy doing, and it feels a bit even unnatural for me to have a character that is very clear, that has a very distinct characteristics that I feel more comfortable when it's a bit vague, when the camera is kind of a character as well, when the spectator becomes also a character inside of that.
I feel more comfortable there. Donc je suis désolé parce que j'ai pas entendu le début de la langue, mais en fait c'était l'idée que comment elle peut raconter cette histoire finalement et qu'il y a presque plusieurs chemins et que finalement nos propres pensées, nos propres sentiments peuvent se retrouver à l'intérieur du film. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, désolé, j'ai pas entendu le début. Donc c'est une bonne remarque en effet, très bonne remarque et elle pense qu'elle fait ça de manière très intuitive en fait. Il y a un côté qui est très intuitif par rapport à ça et que l'idée c'est d'avoir une rencontre très directe en fait avec les personnages et en fait pour elle c'est aussi que on se retrouve avec le personnage, c'est-à-dire que la caméra, le spectateur soit proche et qu'on ressente ce moment de solitude qu'on peut avoir ensemble et que la personne peut avoir. Et en fait, d'avoir ça, l'idée d'avoir un personnage qui serait trop caractérisé avec trop de choses qu'on connaîtrait, elle comprendrait pas, ce serait quelque chose qui ne serait pas naturel pour elle. L'idée de rester vague est très important pour elle et c'est vraiment important de pouvoir avoir cette vision-là finalement du film. Ok, non ? Ok. Vas-y Antoine. Antoine, parce que c'est pas suffisamment compliqué, me perturbe en m'écrivant des petits mots sur son carnet pour me perturber. Vas-y. I was wondering how you construct the movie because you work a lot in this movie and in the precedent also with cycles and in sound also. And I was wondering if you create an animatic before the movie or if you kind of search around with cycles and then edit them and I was curious about your process. It's a valid question and I think in Love Letter I was experimenting a lot and I didn't really work with an animatic and like you said I had this I would make every loop individually and then I would start just playing with them, combining them together, editing them, and if I had something like planned it would kind of look like an animatic, but it was actually a work in progress while I was making the film, so I didn't have like a very specific plan when I started. I think now that I'm working on this film I do work with an animatic more closely. I mean, I use it more because I think now it's also a longer film and it's a longer process, and I do I changed my method a little bit because it's already, now it's a documentary. So with a documentary I work a little bit differently because I have reference shooting that I kind of use as a first videomatic, I guess, or video, I forgot the name for it, but I use that as reference and then I kind of draw frames that are inspired by it, and I guess it makes it a bit different, the process. But still, of course, it's a breathing process. So when it goes to the sound designer, he will have a lot of his input to add, and when it goes to animation, it will, of course, become something a little bit different. So I'm really like open in this film as well, even though that it has the animatic, it has the structure. I'm still very open to see how animation and sound how they develop from here. And on the sound on the one the Love Letter to the one I made up, the sound designer worked on the final editing, or you work with him before? And well, that's important for me because I think a lot of times in animation the sound designer comes in at a late point. But for me, maybe because the sound designer is also a good friend of mine, we work together from the start. Like, we start the project basically together. We have a lot of discussion about it. He has a lot of artistic freedom in it. He's an artist by himself, and I have a lot of trust in what he does. So he has a lot of input in that he brings into the film. And I mean, for us, it's naturally we start working on it together, really from the start. Like not in the end stages. Non,
donc la question était, Antoine se demandait comment elle avait travaillé la construction du film. Est-ce que c'était des cycles? Est-ce qu'il y avait une animatique? Enfin voilà, comment elle avait mis, puisque en effet, notamment, il y a beaucoup de cycles. Donc voilà, donc quel était son process? Donc elle disait que la question était intéressante et très valide, parce qu'en effet, alors sur Love Later, elle a beaucoup expérimenté. Elle avait quasiment pas d'animatique. En tout cas, voilà, il n'y avait pas d'animatique. L'idée, c'était vraiment de créer ces cycles, chacun de ses côtés, puis ensuite elle combinait les cycles, voir comment ça se passait. Et donc, si on peut appeler ça une animatique, c'était son work in progress, c'est-à-dire qu'elle travaillait au fur et à mesure, elle mettait ses cycles comme ça, ses boucles, pardon, aussi, boucles cycles comme ça, et puis donc elle voyait ce que ça donnait. Il n'y avait pas vraiment, quand elle a commencé le film, il n'y avait pas vraiment de plan définitif par rapport au film quand elle a commencé. Là, par contre, par rapport à ce nouveau film, il y a une animatique, c'est un film qui est plus long, c'est un film que le processus est un peu plus long, donc elle a dû changer, et c'est important de changer un petit peu sa manière de faire. Puis c'est un documentaire, donc évidemment, elle a dû changer aussi un petit peu sa manière de faire. L'animatique, par exemple, il y a des moments donnés qui vont lui servir de référence, à un moment donné où elle va avoir des images qui vont servir de référence pour ensuite pouvoir dessiner chaque image et dessiner les séquences qui vont l'inspirer par rapport à ça. Bien sûr, c'est toujours aussi un processus qui est en construction, et donc voilà, qui est un peu comme quand on respire. En tout cas, voilà, c'est une respiration constante qui est mise en place par rapport à ça. Et donc voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a commencé à dire, c'est-à-dire que le sound designer va avoir une animation, parce que je me suis un peu mélangé, non il va arriver plus tôt. Alors voilà, il y avait un petit quelque chose, mais en tout cas, la question d'Antoine après, c'était le son sur Love Letter to the Woman I Made Up. Est-ce que c'était arrivé au montage final, au début? Et elle dit non, pour elle, c'est très important. Elle comprend même pas d'ailleurs que souvent le sound designer, la personne qui va créer le son, on va dire, qui va aider à faire le son, arrive trop tard. Et pour elle, ça lui paraît complètement fou. Elle a de la chance, la personne avec qui elle travaille est un bon ami. Donc en fait, ils ont travaillé dès le début. Ça a été une évidence. Pour elle, elle laisse beaucoup de liberté. En plus, c'est quelqu'un qui est un artiste en lui-même, qui a beaucoup d'idées. Et donc, pour elle, c'est très important de lui laisser en fait une grande liberté. Donc oui, non, c'est absolument dès le début que c'est mis en place. On va faire, Nicolas, juste une toute petite pause, 2 minutes. On va écouter la piste 4. ועל מצחה כתוב שם בדרך סוד. הם הזונות לתאבות האדמה. וראה את האישה שיכורה מדם קדושים. וראה, והנה העיר הקדושה יורדת מן השמיים. והיא מותקנת ככלה ומקושטת לבעלה. Okay, so we heard the soundtrack of the trailer of Via Dolorosa, which is going to be your next film. Your next film, we're going to talk about that. Donc on a écouté la musique de Via Dolorosa, qui est une musique de la bande-annonce de Via Dolorosa, donc qui est son prochain film dont on va parler. But first, I want to ask you something. Every time I watch a lot of Israeli film, we're waiting for something. It's like, I don't know if it's going for with the politics of the country and everything, but it's like something is frozen, and all the characters are waiting for something to happen. And it's lots in Israeli film and especially animation, like, you're waiting for something to happen. And I don't know if it's part of the cultural, the part of, the part of the political. I don't know if you have an answer about that, but... Yeah, no, it's a big question. It's a big question.
I'm trying to think about it, but there's a lot to say, I think, and this is why it's complicated to really get into that, and also in films in general. And I think there is a lot to unpack there, as they say. I think that, of course, like politically, the last few years has been very disparaging for a lot of Israelis, and very difficult moment, I think, maybe even before the last few years, but that's already something that is more of a political discussion that we can have. I think in films in general, there is a difficulty of expressing the complexity of the situation without getting into a place that is only political. And that is something that I think a lot of people who come from the region are kind of trying to balance and understand how you tell a story that has politics in it, but you do it in a personal way. You do it as a human being living in this situation, explaining how complex it is. And I have a lot of discussions about it, and I think this is something that is very important to kind of observe, that in the end, as much as there is certain things that of course are very clear politically, when you come to the situation itself, and when you are in Jerusalem, for example, I would say everything is a lot more complex, because life has been so intertwined, and these cultural wars have been going on for so many years in the history of Jerusalem, that there is so many specifics, so many details. So yeah, I think it's something that a lot of people put subconsciously in their films, is this kind of their interpretation to this way of life. And I think for me, I would say, I don't want to speak for other creators, but I think for me it will be like a constant struggle of identity, how to tell my own personal story in a very complex political reality. And in fact, I think it's just creating narratives by itself. But for me, I think the secret is to how to still keep it in a very personal and intimate level, because that's where I feel that my voice is where my voice should be. And that's a challenge. That's a challenge that comes up every film now as well. This film is also very tense, very political, the film that I'm working on now, but at the same time it's very personal. Yeah, so there is a lot of these tensions that I'm exploring. Donc je me demandais, parce que quand je regarde dans les films, des films israéliens, il y a toujours une espèce d'attente, comme le temps est un peu gelé, il y a quelque chose d'assez étonnant comme ça. Il y a beaucoup de films, notamment d'animation, on a cette impression qu'on attend que quelque chose va se passer, mais on ne sait pas trop, et puis en avant. Donc elle dit que c'est très compliqué. Enfin voilà, il y aurait plein de choses à dire dessus, il y a plein de choses à finalement ressortir et à déballer, on va dire, par rapport à tout ça. C'est très complexe, évidemment. Bien sûr, il y a des choses, notamment dans la politique des dernières années, qui dépriment énormément d'Israéliens, d'Israéliennes, sûrement même avant ces dernières années. Là, évidemment, ça nous amènerait dans une discussion plus politique, qui serait sûrement intéressante, mais qui serait évidemment plus complexe, et qu'il faudrait amener plus au niveau du film et du cinéma en soi. Ça amène une complexité qui est assez difficile. C'est qu'en fait, c'est comment beaucoup de gens ont envie de raconter ces choses-là, politiques, mais comment on les raconte. Comment on raconte une histoire qui est politique, mais d'une manière très personnelle. C'est tellement complexe tout ce qui se passe que c'est quasiment impossible de raconter, tellement la difficulté et de raconter, encore une fois, ce sentiment-là est difficile. C'est important d'observer, de continuer à observer. Mais voilà, il y a des choses qui paraissent très claires, notamment aussi peut-être quand on est à l'extérieur, mais quand tu es par exemple à Jérusalem, il y a des choses qui sont très complexes, tellement tout ça est entremêlé depuis tellement d'années, entre les guerres, entre les choses, il y a des choses qui sont tellement spécifiques, et enfin c'est
c'est très compliqué, il y a plein de détails qui sont sûrement mis dans les films d'ailleurs de manière inconsciente par la plupart des créateurs et des créatrices, qui est finalement leur interprétation de leur vie, qui est ce constant combat finalement qu'ils ont et qu'elles ont sur l'identité aussi. Elle disait qu'elle, par exemple, peut-être que comment elle raconte ça, c'est peut-être aussi dans la complexité d'une narration. C'est-à-dire peut-être ça passe par la narration de raconter cette façon complexe. Et le film qu'elle est en train de faire, par exemple, maintenant, et là on est sur un niveau beaucoup plus personnel, et ça serait son challenge à elle, son challenge finalement de mélanger ces deux choses-là, c'est-à-dire que comment faire un film politique tout en restant personnel, et c'est quelque chose qui est très très complexe à faire. Why did you want to have because, well, I know a little bit about the film and I saw something, it's really more a personal, that's something about your younger life and what you live. Why did you want at that point to make, like you said, A Love Later was also a lot of people talk, about their personal life. Well, not personal life, but, the love that they wanted. But this one is really... And we, here in the trailer, it's interesting because we have a lot of energy, a lot of fury in it, but a lot of calm at the beginning. And when you see the film, that's really going further like that. It's going energy and calm and energy, and it's something that you lived. Well, yeah, I think this is something that also kind of... and I think this is also again, this is a kind of a struggle that I think comes out. It has a political sense, but there is a lot of... it's more of the consequences of a political reality than talking about the political reality itself. So I think that in a place like Jerusalem, where there is a lot of holy wars, there is a lot of wars that are based on religion, there is something that is interested me in terms of a subject to talk about the teenage rebellion against these religious archetypes, and the teenage rebellions that kind of claims holiness for itself. So when everyone is saying to you, this is holy, and this is ours, and all of this, there is something rebellious about saying, you know what, this is holy for me, and it's something that is not holy for anyone else, because no one acknowledges that. And I think this personal quest of searching what is holy for oneself is something that on one hand, of course, it's very personal, but I think in the context of Jerusalem and the history of it and the politics of it now, it's my own personal mutiny against these ideas that kind of constructed my life and had a lot, it left me with a lot of traumas and a lot of difficult experiences. And another thing is that I think those religious wars, those racist wars, they all kind of split, like they infect everything. Everything is infected by that. Like the moment when people live in this reality, everything is a little bit touched by it. So I think that it doesn't matter almost about what you are talking about in that city. Everything there has this charge in it. Like the history is felt through everything. And I think that kind of showing it in a very, by the way, kind of a bit banal way is for me the most natural and the most correct way to kind of show it authentically. Pardon, un petit peu de retard. Ouais, donc je lui demandais en fait, son film est beaucoup plus personnel, ce film Via Dolorosa qu'elle est en train de faire, qui est un film beaucoup plus sur sa vie à elle, ce qu'elle a vécu, etc. Et donc je lui demandais tout simplement si elle se sentait, c'était important aujourd'hui de raconter cette histoire et qu'elle avait besoin de raconter cette histoire. Et en fait elle dit c'est un peu ce qu'on a déjà dit, ce qu'elle a déjà dit, c'est un peu une espèce de combat politique, dans le sens politique qu'elle peut avoir. Alors là,
plutôt que le côté politique des choses directes, c'est plutôt les conséquences de ces réalités politiques qu'elle aimerait mettre en place. Par exemple, quand vous êtes à Jérusalem, il y a toutes ces guerres, qui sont des guerres de religion, toutes ces guerres, et elle trouvait ça très intéressant de parler des rébellions adolescentes, des rébellions quand vous êtes un teenager, un adolescent, et de se battre contre ces archétypes religieux, et parce que là-bas on va vous dire ça c'est sacré, ça c'est sacré, ça c'est sacré, ça c'est sacré, et que d'un seul coup la rébellion c'est de dire alors si ça c'est sacré pour moi, peut-être que pour moi, mais en tout cas pour moi c'est important de vous le dire que ça c'est quelque chose qui est personnel, et dans le contexte de Jérusalem c'est très important, c'est comme sa propre mutiny révolte, tout à fait. J'avais Mutiny on the Bounty depuis le début, j'arrivais pas à dire. Donc c'est sa propre révolte par rapport à ça, de vraiment d'un seul coup de faire comprendre que ces idées qui l'ont construit, qui l'ont amené tellement de traumas, tellement d'expériences difficiles, et comment les combattre, toutes ces guerres qui sont des guerres donc soi-disant saintes, mais qui sont des guerres aussi racistes, sont partout. Et en fait, dès que vous faites quelque chose là-bas, tout est touché en fait par ça. C'est comme si d'un seul coup tout était infecté par ces guerres-là. Et quoi que vous fassiez dans votre vie de tous les jours, ça vous a forcément à un moment donné touché, et que c'est forcément là tout le temps, et vous pouvez faire un film sur n'importe quoi, ça sera forcément présent à l'intérieur de ça. Et pour elle, peut-être que la main d'en parler de manière la plus évidente, c'était peut-être faire quelque chose de jouer par quelque chose d'un peu plus banal, en tout cas de l'amener sur quelque chose de banal, et de l'amener plutôt par rapport à sa vie à elle, plutôt que de l'amener sur quelque chose qui serait beaucoup plus large. What we're gonna do is we're gonna do a little we're gonna have a little bit of music. On va écouter Sébastien Tellier, L'amour et la violence. Alors, on est très en retard parce qu'on voulait vous passer. On va quand même profiter un tout petit peu, même si on va passer moins des 2 interviews, parce que ils les ont eues et c'était absolument génial. Ils ont eu la première interview de Florence Millaille. Donc, on va passer un petit peu de Florence Millaille, on va passer Florence Millaille en entier, on passera un tout petit bout de Michaela Pavlatova, vous inquiétez pas, on vous les passera bien évidemment en entier, sans problème. Pourquoi un petit bout de Michaela Pavlatova? C'est qu'elle est en anglais, et que j'aimerais bien pouvoir faire comme là on fait avec Rachel, c'est-à-dire pouvoir la traduire aussi, donc on fera mieux la prochaine fois, et on passera un tout petit bout par rapport à ça. Et on reviendra à la fin avec Rachel pour parler un tout petit peu de 3 dernières petites choses, notamment, comme je disais, hors antenne, il y a la présence de l'eau, il pleut en ce moment, visiblement, en tout cas, nous ici à Paris, il pleut, je sais pas où vous les écoutez, mais voilà. Et la musique est très importante, et là, dans le prochain, elle sera encore plus importante. Donc on en reparlera un tout petit peu. Florence Millaille, vous allez voir, va revenir un peu sur la genèse au début de son film. C'est les 20 premières minutes de l'interview, c'est une grande réalisatrice qui a notamment travaillé sur le corps féminin, pas que ça, mais notamment sur le corps féminin, de Hammam à Comte de Quartier, en passant par Oiseau Noir, Oiseau Blanc. Elle est devenue sûrement l'une des figures majeures de la peinture animée. Quand je dis sûrement, non, elle est devenue l'une des figures majeures, de la peinture animée. Toujours empreinte d'un regard très fort sur les gens, elle signe donc ici son premier long métrage, La Traversée. On reviendra bien sûr sur le film. Le film sort le 29 septembre et bien évidemment ça sera l'un des moments forts de la rentrée, en tout cas dans le monde de l'animation. Donc on écoute Florence Millaille avec Nicolas Tisse et Marie-Pauline Mollaret. Effectivement, le projet il est né du fait que je suis une arrière-petite-fille de personnes qui sont parties en 1905 d'Odessa en Ukraine à la suite des pogroms contre les Juifs, et que quand il y a eu les grandes migrations du début du XXIe siècle, pour moi c'était une évidence de faire la relation entre ces grandes migrations du début du XXIe siècle et les migrations du début du XXe siècle. Donc voilà, c'était à peu près vers les années 2006, au moment où on a commencé effectivement à en parler beaucoup. J'ai eu envie de faire un film là-dessus, sur les migrations. Alors au début, c'était je voulais faire un film plutôt historique. Et puis très vite, quand on en a parlé avec Marie Desplechin, qui a été la co-scénariste du film, très vite on s'est dit qu'on allait finalement faire d'essayer de faire quelque chose qui soit plus universel et qui justement relie les choses par le conte, par un récit un peu intemporel, et permettre de rentrer dans un récit universel.
Et en même temps, le film garde cet ancrage intime par petites touches, notamment avec le carnet de croquis qui sont vraiment les dessins de votre mère, et également par votre voix qu'on entend de manière très subtile au début et de temps en temps comme ça pour ponctuer. Donc c'était important quand même de garder cet ancrage. Alors oui, très ancré dans le réel et très ancré, enfin voilà, c'était de mélanger des choses d'aujourd'hui, des choses du siècle dernier, des choses peut-être même plus anciennes, et puis d'avoir comme ça toutes ces petites histoires qui pouvaient rentrer dans le récit, c'est exactement ça. Et de garder cette... Alors, le film ne raconte pas l'histoire de ma famille, effectivement, même à peine, quoi, mais il y a quand même des bribes de choses, d'autant que, effectivement, mon arrière-grand-mère, quand elle est partie avec beaucoup d'enfants, encore plus que dans le film. Et puis, ma mère et mon oncle... Au moment de la guerre 39-40, ils sont partis rejoindre la zone libre tout seuls, un peu comme dans un sac de billes. Mais en même temps, ça fait référence aussi, on avait des références vraiment de contes, et ça fait référence aux contes où les petits poussets, du petit pousset, où les parents à un moment sont obligés d'abandonner leurs enfants parce qu'ils peuvent pas, ils savent que les enfants peut-être se débrouilleront mieux s'ils les abandonnent, et ça fait référence à plein de familles juives aussi, par exemple, qui ont été obligées d'abandonner leurs enfants à Drancy et qui ont été déportés, et puis les enfants, eux, ont survécu parce qu'ils avaient été abandonnés, entre guillemets, par leurs parents. Donc il y avait plein de choses comme ça, soit des choses qui se rapportent à l'histoire, soit des choses qui se rapportent à des situations. Et en fait, on se rend compte que les situations, elles se répètent, et c'est toujours les mêmes... C'est quasiment toujours les mêmes histoires, c'est des histoires qu'on a entendues, c'est nos histoires, c'est... Voilà. La voix off, au départ, c'était pas forcément... Je pensais pas faire la voix off, et puis finalement, il y a eu un moment où c'est devenu une évidence que c'était un récit que je portais, et que c'était bien que ce soit ma voix qui le porte aussi. Et par rapport justement à la géographie de lieu et au côté réel, c'est vrai qu'en plus il y a une carte. Alors c'est une carte évidemment inventée avec des populations que tu décris aussi dans le film petit à petit, on en voit certains, et avec aussi des noms inventés. Comment est venue justement comment s'est passée la création de cette carte et l'invention des noms justement de ces populations? Comment est-ce qu'on les rattache au réel tout en inventant des éléments comme ça? Alors, dans la mesure où on ne voulait pas se situer dans une géographie réelle, il fallait se situer dans une géographie fictive, quoi. Et ça a beaucoup amusé Marie Desplechin, effectivement, de trouver les noms des villages. On voulait vraiment inventer un monde. Peut-être que si ça avait été un roman, elle aurait été encore plus loin dans cette invention, je pense, et on voulait inventer les différents peuples, les différents pays. Mais c'est pareil, c'est qu'en fait la carte, c'est une carte inventée, mais qui n'est rien d'autre que la carte d'Europe un peu disloquée, comme ça, où effectivement les continents se seraient écartés les uns des autres dans un monde futur, quoi. Donc, et les noms, c'était pareil, c'est-à-dire qu'on était proche de la réalité, mais on gardait, alors effectivement, les enfants sont des Yelzides, et c'était très proche aussi des Yézidis en Turquie. Donc voilà, et tous les prénoms, pareil, on allait chercher des prénoms qu'on déformait un petit peu, ou qui étaient hors contexte. Voilà, mais c'est Marie qui s'est beaucoup amusée effectivement à inventer ce monde, et puis il y avait plein de romans pour enfants qui sont effectivement des mondes comme ça qu'elle avait comme référence. Et comment alors, toi justement, vraiment en tant que réalisatrice, comment est-ce que tu cherches à articuler justement le réel et l'animation en peinture animée? Comment est-ce que tu vois cette articulation possible? Parce que tu restes quand même vraiment dans le réel, et en même temps, c'est pas nécessairement la technique première qu'on imagine justement pour aller vers la représentation du réel, ou la première technique qu'on imagine. Donc comment se déroule ça, et dans ce film-là en particulier? Mais en fait, ce film-là, comment dire... En fait, de le traiter en animation, c'était justement que ça me permettait de ne pas être dans le réel. Et pour moi, c'était l'histoire que raconte Fiona, donc le personnage principal qui a vieilli, qu'elle raconte, et donc elle raconte ses souvenirs. Et je trouve que la peinture animée, pour raconter les souvenirs de quelqu'un, c'était quelque chose qui était vraiment... pour moi, c'est fait pour, quoi. Parce que c'est des lieux qui, à un moment au début du film, elle le dit, elle dit, ce sont des lieux qui n'existent plus, ils ont disparu, personne ne peut les retrouver. Et
la seule façon de les reconstituer, c'est son imaginaire à elle, et comment mieux rendre cet imaginaire que par l'animation et par la peinture en plus. Mais c'est même pas le fait qu'elle soit peintre après ou qu'elle devienne peintre, ou peut-être que ça a un rapport aussi avec ça, mais c'est vrai que c'est des lieux qu'elle va redessiner en racontant l'histoire, qu'elle revoit dans sa tête, et qui permettent, bon je l'ai déjà dit, mais qui permettent effectivement de se dire, mais comment était ce garçon avec ses yeux bleus merveilleux. Et à un moment, je m'étais dit, on pourrait, si on voulait, mais il aurait fallu ne dessiner que les yeux du garçon, quoi, comme si la seule chose dont elle se souvenait, c'était ça, c'était ses yeux. Et l'animation permet de faire ce genre de choses. Mais on ne l'a pas fait, on n'a pas été jusqu'au... Enfin, c'était trop... Ça aurait été peut-être plus compliqué à mettre en scène avec une équipe importante. Mais c'est vrai que l'idée, c'était quand même d'avoir un village, ce village que sa mémoire reconstitue, et qui est peint, du coup, qui n'existe pas, dans le cinéma réel, on ne peut pas faire ça parce que forcément on va le reconstituer, le village, on va le reconstituer en vrai pour montrer l'enfant qui part. Et là, c'est le village de ses souvenirs. Le ciel était très bleu, la montagne était très noire, les arbres étaient très verts. Et la couleur, du coup, elle prend sa force aussi par rapport à ça. Et d'où aussi, justement, peut-être, c'est les passages oniriques que tu arrives à mettre dans le film qui sont très beaux, des tout petits moments par exemple quand le chien souffle et qu'on la voit, ou alors vers la fin la neige, enfin cette neige un peu rose, un peu blanche qui tombe et qui recouvre, voilà. Et bien ça permet de faire effectivement des passages entre le réel et puis l'onirique complètement. Enfin, tout est onirique, enfin oui, rien n'est réel, oui. mais c'est vrai qu'il y a des représentations qui sont plus réelles que d'autres, et puis il y en a d'autres, enfin, ou même dans l'animation, tout d'un coup, de faire des passages d'un plan à un autre qui sont des passages de couleurs, ou des passages de couleurs, et puis des choses très... Oui, les oiseaux qui s'envolent, des choses comme ça qui... Et par contre, c'est vrai que... Alors, ce qui vient du réel, c'est qu'effectivement, je me suis quand même beaucoup... inspirée En fait, j'ai regardé beaucoup de photographies. Donc, mon mari est photographe à l'agence Magnum, et puis il avait fait un reportage sur Malte et sur Lampedusa, donc j'ai regardé beaucoup de photos. Et j'ai la chance aussi de pouvoir avoir accès enfin, maintenant tout le monde les a sur internet, mais d'avoir accès aux photos des photographes de Magnum. Donc effectivement, j'ai beaucoup puisé dans une iconographie très très belle, et c'est comme ça des images réelles qui restent et qui sont de temps en temps transformées dans le film, mais qui sont quand même sur les camps de réfugiés à la fin, sur les bateaux qui se perdent en mer. Il y a des tas de choses qui ont des références vraiment. Enfin, la montagne de détritus des enfants des rues. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont ancrées dans le réel et qui sont Et la prison aussi, j'imagine. La prison, etc. Mais quand on regardait l'iconographie qu'on avait rassemblée, c'était d'une tristesse terrible, quoi, parce que j'avais donné un peu... Enfin, quand j'ai fait l'animatique du film, j'avais justement toutes ces images qui étaient un peu partout, et quand on est arrivé dans l'atelier, c'était dur, quoi, c'était dur. Ouais. Et justement, en fait, on s'était demandé avec Nicolas quelle dimension vraiment esthétique la peinture apporte à cet univers visuel presque onirique qui se nourrit du réel. Et en fait, on a réfléchi beaucoup, on a parlé beaucoup de la question des accidents, puisque la peinture, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, on ne peut pas revenir en arrière, par exemple, etc. Voilà, donc on avait envie de parler de cette question des accidents, parce qu'en fait, on appelle ça des accidents, mais c'est des choses... heureuses, enfin c'est pas des trucs qu'on regrette quelque part. Oui, mais ça c'est ce que donne à la fois la peinture et puis l'animation directe sous caméra. C'est-à-dire que c'est une animation sur laquelle on peut pas trop revenir. On peut revenir un petit peu maintenant grâce aux nouveaux moyens de compositing et tout ça, mais je pense qu'il y a dans la matière une espèce de fragilité et de quelque chose qui est toujours inattendu, en fait. C'est des hasards, peut-être plus que des accidents, c'est les hasards comme ça, ou les accidents qu'on garde parce qu'on les trouve bien, ou les hasards qu'on garde et tout ça, mais il y a ça qui fait qu'il y a quelque chose de très vivant dans la façon d'animer. Après, ce qui était difficile pour ce film-là en particulier, c'est que d'habitude, je suis seule à maîtriser ça, à me dire...
c'est pas exactement ce que j'aurais voulu, mais c'est bien quand même, ou ça va, non seulement c'est bien quand même, ou alors au contraire, cet accident, j'ai en profité pour faire quelque chose qui va encore plus, enfin, voilà. Donc quand je suis toute seule, c'est très facile à faire. Quand ça doit se transmettre à une équipe, enfin, à une autre animatrice, c'est déjà beaucoup plus difficile, parce que il faut réagir au fur et à mesure, enfin, soi-même réagir au fur et à mesure de l'évolution de cette matière. Et c'est là qu'on ne le fait pas forcément de la même façon. Enfin, personne ne va le faire de la même façon. C'est-à-dire que ce qui était difficile dans ce film, c'était où on plaçait le degré d'exigence par rapport à ce genre d'accidents qui peuvent arriver dans l'animation, où on se dit oui, mais là, il y a quelque chose qui arrive en plus. Ou alors non, ça marche pas, il faut recommencer. Et voilà, et ce degré d'exigence-là, c'est très difficile à définir par rapport à quelqu'un qui va prendre en charge le petit bout animé qui doit, enfin le petit plan qui doit se faire, quoi. Et est-ce qu'il y a là des passages ou des moments dans le film où justement il y a des choses qui se sont créées comme ça au moment de l'animation qui n'étaient pas du tout prévues? Est-ce qu'il y a... comme je laissais, pas du tout prévu, non. Parce que forcément, dans le cadre d'un long métrage, j'étais obligée d'expliquer beaucoup ce que je voulais. Je pouvais pas laisser autant de liberté que ça. Mais voilà, c'était liberté surveillée. C'était on laisse une liberté, mais dans un cadre hyper précis, quoi. Mais et puis il y avait des gens qui s'emparaient bien de cette liberté et d'autres qui au contraire avaient besoin d'avoir de préciser les actions, de préciser comment l'héroïne s'asseyait, comment elle buvait, mais effectivement par exemple j'ai eu des surprises incroyables, quoi. Quand j'ai vu par exemple les petits bonshommes qui courent sur le mur avec leur cape et puis qui sautent comme ça et on a l'impression, alors le fait qu'on ait l'impression qu'ils volent et de jouer sur le jeu de mots que de voler, enfin c'est comme c'était les corbeaux, donc ils volaient et puis ils volaient en même temps, ça c'était voulu par moi forcément, mais après la façon dont l'animatrice a pris en charge, s'est mise à sauter, enfin à les faire sauter, je trouve que c'était un super joli moment d'animation qui était très 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 bien, quoi, qui m'a vraiment amené des choses en plus. Et puis et aussi certains moments, alors le numéro de cirque était assez balisé quand même, je l'avais bien storyboardé, mais par contre à un moment il y a un long travelling comme ça sur le cirque où on voit tous les personnages faire des petits, enfin voilà, qui s'entraînent, etc. Et là aussi j'ai eu des surprises, des belles surprises. Enfin il y a plein de moments comme ça de belles surprises où effectivement les animatrices arrivaient à intégrer l'idée l'intention que je voulais mettre dans le plan, et puis à la restituer avec en plus le petit quelque chose qui est pas forcément de l'ordre de l'accident, mais de l'ordre d'une certaine liberté. Oui. Ça se passe comment, la communication? C'est beaucoup justement par les mots, des dessins, enfin ce qui est le storyboard, enfin comment ça se... Les deux. J'expliquais beaucoup de choses. Enfin, d'abord j'ai beaucoup expliqué l'ensemble du film, quelles étaient mes intentions sur l'ensemble du film. Je leur ai parlé de ma mère, de ma grand-mère, de toutes les histoires que je pouvais, voilà, qui traversaient aussi le film. Et puis de ma façon aussi de voir un peu tu vois, de savoir comment moi j'animais. Et puis après, alors d'une manière générale, j'ai essayé d'expliquer l'ensemble du film. Et puis après, c'était plan par plan. On avait, j'expliquais à l'animatrice qui allait faire le plan, de le resituer déjà dans le contexte où il se trouvait, et puis dans chaque plan, quelle était l'intention du plan. Et elle posait beaucoup de questions, elle avait besoin d'avoir beaucoup Je me suis rendu compte à quel point, effectivement, les animatrices avaient besoin de la part d'un réalisateur de tout savoir, quoi. C'est ce que je disais de temps en temps, c'était mais comment elle s'assoit, donc des fois on mimait les choses, on les jouait, on les mimait. Et il y avait effectivement les voix qui avaient déjà été enregistrées aussi. Mais on parlait beaucoup. Ouais. Et
par rapport à tes courts-métrages, justement, tes courts-métrages parlent beaucoup justement du féminin, du corps féminin et de la féminité. Et ici, si je ne me trompe pas, c'est peut-être la première fois que tu as un personnage qui est une enfant, une adolescente, justement. Est-ce que ça a été très différent, justement, de penser ce rapport au féminin à travers, justement, une enfant, une adolescente que dans tes précédents courts-métrages? Oui. Ben, le choix de suivre les enfants, ça a été un choix qui a été fait au départ par Marie. Moi, au départ, je voulais avoir toute la famille, avec mon arrière-grand-mère qui avait 10 enfants. Donc, du coup, je voulais avoir 10 ans, enfin, la famille, plus les 10 enfants et tout ça. Marie m'a dit, mais attends, un film d'animation avec 10 personnages. Déjà au niveau de l'écriture, même scénaristique, c'est difficile, mais en plus... pour une film d'animation, mais non, quoi. On va pas faire ça. Et on va prendre les 2 adolescents et ils vont perdre leur famille. Voilà, donc c'était vraiment le choix de Marie auquel je me suis alignée avec plaisir. Et c'était beaucoup plus raisonnable d'ailleurs. Mais après, il y a quand même des femmes dans le film qui... Mais voilà, mais ça j'ai bien aimé aussi traiter de la... Mais en même temps, franchement... le moment où dans la forêt où effectivement elle devient femme, en fait, ça c'était vraiment un moment que je trouvais, voilà, où je retrouvais mes thèmes habituels, quoi. Pour moi, c'était un moment où je retrouvais mes thèmes habituels, l'eau, le corps de la femme, le corps d'une jeune fille qui se transforme, voilà, les règles symboliques et tout ça. Enfin voilà, c'était là j'étais vraiment dans mon élément. Mais c'est pas moi qui ai dessiné Kiona qui sort de l'eau. D'accord. Mais je le regrette. Moi, j'aime bien comme elle sort de l'eau. Mais c'est vrai que il y a quelques plans que je regrette de ne pas avoir fait moi-même, pas parce qu'ils sont moins bien, voilà, mais que j'aurais aimé le faire moi, quoi. Quand toute la séquence dans le lac, j'ai pas eu le temps de la faire, mais j'aurais vraiment adoré la faire. Je comprends. C'est aussi une manière de replacer vraiment l'intimité du personnage au centre de l'histoire, parce qu'on est dans quelque chose de plus général, les réfugiés, etc. Et là, tout à coup, on est vraiment sur elle. Oui, c'était le moment de la forêt, elle se retrouvait toute seule. Et avec cette vieille dame qui était une grand-mère, une espèce de sorcière grand-mère comme ça. Et puis et on était dans une intimité féminine. Et ça, oui, c'était important de la voir dans le film, quoi. Mais ça, c'est le passage où elle devient... adulte, petite adulte, mais adulte quand même. Hein. Il y a beaucoup d'étapes, enfin il y a quelques étapes, pas beaucoup dans le film, et c'est vrai qu'en fait on sent qu'il y a aussi besoin de ménager des moments de pause, et ce moment dans la forêt c'est vraiment un moment de pause dans le film, un peu elle se ressource aussi. Oui, parce que le film il va vite, hein, ça s'enchaîne, et puis tout d'un coup il y a ce moment, puis il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus rien, quoi. C'était important aussi de ne pas avoir quelque chose de trop frénétique justement, et de trouver c'est-à-dire il se passe beaucoup de choses et elle avance parce que le principe c'est d'avancer, et en même temps on n'a pas non plus l'impression voilà, que ça va à toute vitesse et qu'à peine arrivé ça repart. Enfin, je trouve qu'on a quand même l'impression à chaque fois que vous avez réussi à poser un peu l'action, que ça s'installe, que des liens se nouent avec chaque personnage rencontré, etc. Heureusement, oui. Mais des fois, quand je le regarde, je me dis, oui, on aurait pu prendre, mais bon, plus de temps, non. Mais oui, des fois, j'ai l'impression que ça va un peu vite, mais après, les gens m'ont dit que c'était, on avait même, enfin voilà, que ça coulait, puis qu'à la fin, on se disait, voilà, c'est fini, mais... oui, à chaque fois, enfin... C'est vrai que c'est tout le cinéma, c'est-à-dire qu'effectivement on condense le temps, mais on imagine qu'elle passe c'était la difficulté de l'ellipse de faire, parce que c'était important qu'il y ait plein d'endroits comme ça, que la traversée, c'était vraiment le sujet du film, c'était pas comment elle arrivait, ce qui se passait quand elle arrivait, c'était vraiment cette traversée, quoi, comment elle le passait d'un endroit à l'autre, comment elle passait les frontières, etc. Et c'est un voyage qui dure... elle passe de la préadolescence à l'adolescence, donc c'est un voyage qui dure plus d'1 an, peut-être 1 an et demi. Enfin, il y a plusieurs saisons dans le film, donc il y avait les saisons comme ça qui permettaient de donner une notion de temps un petit peu. Mais c'est aussi un temps... Alors, non seulement c'est un temps qui est intemporel par rapport à une histoire. Au début du film, on est peut-être au début
au début du siècle. On a l'impression, en tout cas, on pourrait être effectivement en Ukraine ou en Arménie ou en Turquie ou en Grèce. Enfin voilà ça. Et puis à la fin, on est peut-être dans un futur pas très lointain où les gens sont vraiment dans des camps, sur des frontières complètement fermées, etc. Et les saisons permettent effectivement de se dire que d'un point à l'autre, il s'est passé au moins une année, mais c'est une année de compte. C'est-à-dire que quand elle est chez la Baba Yaga, justement, le moment où elle s'arrête, il peut se passer 3 mois comme il peut se passer 1 an. En fait, on n'en sait rien parce que c'est un monde où il n'y a plus de saison. C'est un peu un monde comme... il y a beaucoup de contes comme ça où il y a une petite jeune fille, on l'envoie chercher de l'eau, elle est mal aimée de sa famille et puis elle tombe dans le puits. Et puis quand elle arrive en bas, elle se retrouve dans un paysage où il y a une vieille dame qui l'accueille. Et puis pendant justement 1 an, elle fait le ménage, elle travaille, etc., etc. Et puis au bout d'1 an, elle peut remonter chez elle et à chaque fois qu'elle parle, il y a des diamants et des perles qui sortent de sa bouche. Et il y a ses sœurs qui sont super jalouses, donc elles y retournent elles aussi. Et puis en fait, elles aident pas du tout. Et puis quand elle remonte au bout d'1 an, il y a des crapauds et des vipères qui sortent de ça. Voilà. Donc c'était un peu inspiré de ça. Mais je raconte l'histoire pour dire que voilà, c'est un temps, le temps de la Baba Yaga, comme le temps du cirque et tout ça, c'est des temps dont on ne connaît pas vraiment le temps réel, c'est des temps de conte, quoi. Après, il y a aussi, j'ai l'impression, quand même, un ancrage temporel qui est assez intéressant à travers justement le corps des personnages, où le petit garçon, quand ils sont adoptés, il grossit, donc on ne peut pas grossir, par exemple, pendant 3 jours. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est des moments d'ellipse. On se dit, effectivement, il y a du temps qui est passé. Ou chez la Baba Yaga, justement, c'est la préadolescente qui devient femme. Exemple, voilà. Oui, voilà, elle sort de l'eau, ils vont avec le côté presque... Comme la biche l'amène à l'endroit où elle va devenir femme, quoi. Oui. Et moi je me demandais, est-ce que par exemple quelque chose que j'ai vraiment énormément aimé aussi, c'est cette fin, donc je vais essayer de pas trop en dire et la dévoiler aussi, mais c'est pas la fin, on va dire, le happy end traditionnel qu'on voit dans énormément de films d'animation et auxquels on est habitué. Je me demandais, est-ce qu'il y a eu des contraintes par exemple de la part de la production ou autre, ou pour par exemple changer des éléments qui peuvent être, par exemple, on se dit, il faudrait que ce soit plus joyeux, plus heureux, ou des choses comme ça, justement, par rapport à l'économie du long métrage. Ou est-ce que tu as été libre complètement ? Ah non, ça je dois rendre hommage à Dora, en tout cas la production, non, elle m'a laissé complètement libre de l'histoire, non, complètement. Et pareil pour Arte qui sont rentrés aussi dans le financement du film. J'ai jamais eu de pression. Et même à un moment, on s'est dit, oh là là, la petite jeune fille qui sort nue avec sa poitrine, peut-être que dans les pays anglo-saxons, ça va, et finalement, on laisse la petite jeune fille qui sort avec les seins nus. Mais non, j'ai vraiment... Après, moi, j'avais pas envie d'un... Enfin, pour moi, le happy end, il est au début, en fait. Oui, c'est ça, d'une certaine façon, oui. Parce que quelque part, c'est Fiona âgée qui raconte son histoire, donc on sait qu'elle s'en est sortie. Bon, ça c'est comme dans les héros, ils s'en sortent toujours, c'est un conte, ils s'en sortent, voilà. Et on sait qu'elle s'en est sortie puis qu'elle a fait une carrière de peintre. Oui. Puisque il y a c'est les toiles et les tableaux de ma mère qui sont un vrai travail, quoi. Et du coup, on sait qu'elle a réussi quelque part, qu'elle a réussi quelque chose dans sa vie, quoi. Et qu'elle raconte à quelqu'un qui est peut-être pour nous, elle racontait à quelqu'un qui a de l'âge qu'elle avait quand elle est partie, quoi. Enfin, on le dit pas dans le film, mais voilà, c'est... Et après, j'ai entendu trop... c'est vrai que dans les histoires qu'on raconte, aussi bien les histoires, on sait très bien que les migrants qui partent, ils arrivent en France et c'est pas ça, quoi. Et puis que les Russes, les Juifs russes qui sont partis en 1905 et qui sont arrivés, qui se sont arrêtés en Allemagne ou en Pologne, c'était pas ça non plus du tout. Et que, alors effectivement, il y en a qui sont partis et qui sont arrivés aux États-Unis et peut-être que ça a été un peu mieux.
Encore que dans America, on voit les gamins qui se succèdent pour cirer les chaussures. Enfin voilà, pour moi, l'avenir qui était au-delà des frontières, c'était... Si j'avais dû le raconter, il aurait peut-être pas été très heureux. Enfin, il aurait fallu encore... ouais. C'est pas si facile que ça, quoi, même quand on arrive. Oui, c'est Donc on vient d'écouter Ice Cream Man de Blur, donc qui est sur l'album The Magic Whip, le dernier album. Et y a des moments pour le travail, on est obligé de faire des choses assez pénibles. Et moi en ce moment, c'est de devoir replonger dans toute la discographie de Damon Albarn. Donc, vous imaginez le calvaire. Encore plus quand on redécouvre un bel album comme The Magic Whip qui a été composé entièrement à Hong Kong en quelques semaines. Et voilà, comme c'est l'été, qu'on vient de vivre une semaine caniculaire, quoi de plus naturel que de choisir ce titre Ice Cream Man pour apporter un peu de fraîcheur en ce début d'été. Et vous voyez pas, mais quand il dit le nom de Damon Albarn, Antoine glow. Enfin, il a quelque chose comme ça, et voilà, c'est... On a le droit d'être amoureux, évidemment, d'Damon Albarn, bien évidemment. On va écouter maintenant, vraiment que 10 minutes, et j'en suis désolé, mais même à peine, de Michaela Pavlatova. Michaela Pavlatova, c'est une réalisatrice qui s'est fait connaître par un large public avec son film Tram, une ode au désir. Voilà, elle a une filmographie passionnante sur les rapports, notamment amoureux, elle plutôt entre hommes et femmes, souvent très incisifs. Ces films sont de vrai bonheur esthétique. Faut regarder Recci. Enfin, tous ses premiers sont vraiment absolument incroyables. Et ici, elle signe son premier long qui visiblement a beaucoup plu et à Marie-Pauline Mollaret, Nicolas Tisse, donc nos deux camarades à Annecy, qui s'appelle Ma famille afghane. On va écouter vraiment un tout petit peu. C'est que de l'anglais. J'aurai pas le temps de traduire après parce qu'on finira, puisque Rachel est là et on finira un petit peu. On verra, ça dépend s'il y a une émission après ou quoi, mais donc on lance déjà un tout petit peu, on écoute un petit bout d'interview, donc comme je vous dis, malheureusement en anglais, on vous la repassera avec des sous-titres audio. J'invente un truc là en ce moment, Nicolas, donc merci beaucoup pour lancer la piste 8, je crois, ça doit être Michaela Pavlatova. And I think it's what makes the movie so touching, because we're really in the intimacy and the family. And I'd like you to talk also about your other aesthetic choices, maybe from the characters, the design of the characters also. Originally, I wanted the characters would be more sketchy, and on the beginning I told to the producer, yes, let's make a kind of punk film. I mean, it will be fresh, everything will be drawn quickly and not like Pixar with all this care. We will make it like a fresh movie. And then I found that it is impossible, because when you say sketchy, it means everybody explain the word sketchy in a different way. And so when you have to make models for animators, it is almost impossible to make it sketchy. I know that some directors, they can do it, but I couldn't. And if you tell them make it sketchy, then they bring it and you say, oh no, not that much sketchy, or this is not enough sketchy. So I found that this was the first problem. Then another thing was that during the work I led myself to dead street, to the dead end, because in certain moment I thought that the character should be more realistic. So there was a realistic period of our film and of the characters, because I thought that the story is realistic, and if the characters would be too much simplified, that it will not work. But then we found that suddenly it already was not my style, that realistic characters. And also it was even more difficult for animation to draw it, because to animate without references, without rotoscoping, to animate realistic characters with the normal proportions of a human body, it's also difficult. And then the time was running. And then again, my producers,
they showed a really big portion of generosity, because they said, Michaela, let's try the last test, because we already needed to start the production, and they said, let's try the last test, try to redraw again the character in your style, because I already forgot where is my style. And I think that it was really brave, and I don't think that many producers would do it, because you are losing the work. But as I said, that they want the best, and they know me so well, they somehow recognize and have understanding that it will be good again to redraw the characters. So this is something, the final result is something like a compromise of everything what I told you. You also recreated Kabul and the Afghanistan society, Yes. the market, etc. How did you gather materials to do that, to have the settings of the movie? I must say that it is quite easy in these days of internet, and I have got, because you have so many films and documentary films and references. The only thing I was missing was Kabul still doesn't have a Google Street View, because I love Street View, but they don't have it. But also in the first time or at the first place, Petra, the script writer, she gave me the piles of her photographs which she took when she was living there, and also she had her private films and also films like educational films that she have shot for Czech television or for whom. So it was one source, and we could get from her also like a private, like a shots from the privacy, because you can see many photos from Afghanistan, from the streets or the houses from outside, but not that many materials from inside, because if you are in the family, they don't want, it is privacy. They keep their privacy. So it was very helpful. And then we had a video references, because as I said, the film originally was supposed to be in live action films. So the producer already had a video materials, because they were making like an observation of the place they went to Afghanistan to shoot. But then still you find that you have all these materials, but you are not making exact Kabul. You are creating the new Kabul, which is how I imagine Kabul. So for me, it's very nice to hear that some people told me here, this is so much Kabul, and I hope that it is Kabul. But I was glad that our advisor, Afghan advisor, that she said that, yes, this is Kabul, this is how it looks like. Also in the movie we can hear the thoughts of the character, the main character, through the voiceover. Was it a way to adopt a point of view, so we feel so close to her? Yes, this was for me very, very important. And but voiceover is always something a little bit tricky, because it takes you out from the film. So we don't have it that much, but the book is written at the first person, and the writer or the main character in the book is always constantly commenting what she sees, and she is commenting it and joking about it from European point of view. And I felt that it is so funny book about life in Afghanistan, and you would never suppose that living in Afghanistan can be so funny. And of course it is not only funny, it is tragic, it is there is some humor, but you can watch everything with the irony, or with the, you can joke about it to make your life easier. And so that's why she is there. And originally we had much more voiceover, but then we decided to not to use it that much because of the reason of slowing down the film.
How Petra, so the writer of the book, reacted when you told her or someone told her it would be an animated movie? She is a journalist, so she is close to realness in a way. So Petra is she is a great person. She is very, very active. She has a big Afghan family living with her in the middle Bohemia, and she is doing many things. She is working, she is commenting all things, situation in Russia, situation in Afghanistan, situation. She is always in the newspaper taking care about huge family of Afghan. There is an Afghan village in middle Bohemia, and it is her family. And she doesn't have much time. And it was good because she said, okay, yeah, that's great. It will be the film, animation. Wow, I am curious. So here are the photos. Here, you can see the dresses. Here is what I have brought. I can tell you everything. So she was telling me a lot, but then she didn't want to interfere with the script, and it was the easiest situation for us. She just gave us the trust, and give us her trust. And I was pleased at the end because she said that she is glad that it is it is in animation, because she says that she thinks that if it would be in real film, that it would be more difficult to accept some things and violence. But this is what animation is good for, that we could see it on walls with Bakshir, that it would be either difficult to watch it in a documentary film or in a live action film, or it would be one of those films about situations somewhere there. But if you make it in animation, audience can feels easy. Somewhere you can go further. Yeah, and your movie is not just another movie about Afghanistan and about women in Afghanistan, and that's really nice because it's from the inside, and it's really, like you said yesterday at the screening, it's like almost a regular family, even if it's not so regular, but it's like family life everywhere. I was very happy when our consultant, Afghan consultant Valentina, she told me that she is so happy that there is some film about normal life in Afghanistan, because she said that there are always only catastrophic reportages in the newspaper, of course, because it is interesting. People will not write, or it is interesting for people to read it about tragedies, and there is unfortunately enough tragedies every day. But she says that there is also this normal life, and showing this to people, that to the audience, that she found it very, very important. By the way, there was one very interesting thing which I didn't speak about it yet, because we have two language versions. One is Czech version, where everybody is speaking Czech, but it is kind of funny for French and for other countries. And so then it was good that Sacre Bleu were successful to collect the money for making international version. But it was so tricky, because imagine that you need Dari speaking people, because in Afghan they speak Dari, who are at the same time good actors. And then I thought, who will direct them? Because if I will listen to them, I will not know if it is like, imagine directing Chinese people. You don't know, are they playing good or bad, or you don't know. And so then it's really combination, because there is a Czech character who is played by Czech girl, and she have learned the Dari sentences. And then there is a Dari cast they are two sound recording studios in Kabul, and so we could choose, and they were so good. And what was nice, that they sometimes when I work or when somebody
offers me people from dubbing, you just cannot use it because they are used so much to speak in dubbing, and their voices sound like dubbing voices, like this American kind of accent. But these guys were very natural. And I directed, there was a French director who is originally Afghan, and his name is, I will tell you later. He studied Femis. And so he was directing on Skype, those people. But it was good that they already had the Czech version, so they could hear emotions of the actors that I want to. So it helped them a little bit. And once I was also directing Nazir through Skype. It started at 5:30 in the morning through Skype. And it was very interesting because for him I asked him to be soft to Hera and to talk to her with a laugh. And he felt uneasy because they are not used to show this on the public. But then we have got it, but it took him time. But what was really touching, that they told me that next day there was Roshangol, the actress for the young girl, supposed to come to the studio. And they said that they like to begin shooting a little bit later, not very early in the morning, because now terrorists have a new hobby, that they have magnetic bombs. And so on the crossing, when the car stops on the lights, they come with a magnet and they just put the bomb, they just pass your car and they put the bomb on magnet and then they leave. And they said in the morning there is the most explosions in Kabul. And you hear that and you realize that in Europe we all are panic from COVID. Like, oh my God, I cannot go to buy the bread because COVID is everywhere. And they have COVID as well. Plus they have these bombings. So then really I felt so humble, like facing to these brave people, because for them it's normal daily life. So I admire how well they did. Vous écoutez Bulle de rêve sur Radio Libertaire. Avant de nous quitter, un petit conseil cinéma. Sous le ciel d'Alice de Chloé Maslow sort le 30 juin et nous vous invitons à voir ce très joli film de cette réalisatrice que nous connaissons comme réalisatrice de court-métrage qui mêle prise de vue réelle et animation image par image. On retrouve cette approche cette approche technique avec la même inventivité poétique. Elle évoque une nouvelle fois ses racines libanaises dans ce très joli film où elle évoque à la fois la belle histoire d'amour qu'unissaient ses grands-parents, mais aussi l'histoire de son pays. C'est la grande histoire, la petite histoire qui se mêlent avec intimité. C'est drôle et pourtant elle ne néglige rien de la gravité de l'histoire de la guerre du Liban. Et c'est un film que nous vous recommandons tous vivement. À découvrir donc dès le 30 juin, ça fait du cinéma, profitez-en, voilà, soutenez ce film qui a un bel équilibre entre la représentation du bonheur, de la tristesse, comment la grande histoire peut détruire une famille et pourtant l'espoir domine encore. Alexis. Merci Pascal. Donc en effet, j'espère qu'on aura Chloé Maslow d'ailleurs. Bon là elle est avec les gros trucs et tout, mais qu'on aura Chloé Maslow un jour évidemment ici aussi. Vous vous plaignez de ne pas avoir suffisamment d'animation en salle. Profitez-en. Là vous allez avoir 4 jours au Forum des Images avec la reprise du palmarès d'Annecy qui va tomber dans quelques temps là et vous aurez donc je n'ai plus les dates mais je crois que c'est 27, 28, 29 juin ou en tout cas non c'est 1er juillet, 30 juin, 29, 28 donc ça doit être 4 jours en tout cas. Regardez sur le site du Forum des Images. Et je vais me faire un peu de pub à ce micro-là. Le Piaf qui s'est reporté aura lieu le 2, 3, 4 juillet. Donc en plus au studio des Ursulines, beau cinéma. On est enfin dans un beau cinéma dans le 5e. Ce sera plus gratuit, j'en suis désolé. Mais c'est bien de soutenir les cinémas indépendants. Il y a des cartes cibles qui sont pas très chères. C'est je crois 30 € pour 5 places. Et les Ursulines sont pas le cinéma le plus cher. Donc c'est bien. Rachel sera dans le jury. Oui. Have you been to a lot of juries before? I've been to, I think,
2 juries, one in Tricky Women and one in Etude in Anima. Ok. Donc elle a déjà fait 2 jurys. Je vais pas tout vous traduire là. On finit en roue libre rapidement comme l'émission d'après n'est pas encore là, mais on va pas. Ça a l'air la pluie a l'air de s'arrêter, donc on va se relâcher au moment où ça. Juste une petite question parce qu'on en a parlé beaucoup et ton film, I will translate if you. Enfin, ton film va être très important. C'est la musique. Tu as parlé du son, à quel point il était important. Just quickly, but tell it a little bit about the music, which in your new film will be even more important than Love Later. That's really part of the film. It's true. We've organized, just before COVID happened, we've organized few shows of musicians, local musicians from Jerusalem that are doing a wide variety of punk or experimental noise music. So the music in the film is based on the concert that we made. It was all recorded and it's used throughout the film in a lot of different ways to set the atmosphere. And it's all been will be also very beautifully edited and designed by Aviv Stern, who's also one of the musicians, but also he's the sound designer that I worked with also on Love Letter. So this is kind of a continuation of our work together. Donc son prochain film est très important, enfin la musique va être vraiment importante. Elle a dit que oui, avant le Covid, ils ont pu enregistrer plusieurs concerts comme ça et il y a vraiment toute une variété de musique. Ça va de la noise, de l'expé, du punk, enfin voilà, il y a plein de choses et ça a été enregistré, donc ils ont tout, ça pour à la fois tout le long du film pour créer l'atmosphère, mais pour avoir des choses peut-être plus narratives. Ça va être très bien monté par Aviv Stern, qui est son sound designer avec qui elle a déjà travaillé sur Love Letter to the One I Made Up. Donc voilà, c'est un peu la continuité. Merci beaucoup Rachel. Merci beaucoup d'avoir été présente. Merci Pascal. Merci Antoine. Et maintenant, je vous propose, je sais pas laquelle tu veux mettre, peut-être la plus longue. Allez, on met un petit peu la plus longue. Allez, et si on dansait maintenant, on écoute Scar pour se quitter. À très vite.